Bienvenue dans l'émission Les podcasts de la recherche stratégique, présentée par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de la recherche stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité et de défense internationale, créé par la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Jean-Luc Marais sur les questions de radicalisation, d'extrémisme violent, des programmes de prévention de la radicalisation et de la déradicalisation. Bonjour Jean-Luc Marais. Bonjour. Vous êtes maître de recherche à la FRS et avez publié de nombreux ouvrages, notamment sur le terrorisme et le djihad. Alors, quelques questions pour commencer. Qu'est-ce que la radicalisation d'un point de vue conceptuel et scientifique ? En a-t-on une définition précise et quelles en sont les origines ? Les origines, je pense qu'historiquement, le mot radical est apparu quelque part au XIXe siècle pour désigner des formes de violence, en particulier d'essence anarchiste, russe, fin XIXe. Et puis ça a dû être utilisé aussi pendant la Révolution française pour désigner des gens qui avaient des opinions montagnardes, très tranchées par exemple. Le mot terrorisme, lui, est une invention, un mot d'origine française associé à la Révolution, la terreur. Et donc les gens qui étaient partisans de la terreur en 1793 étaient appelés des terroristes. Donc voilà pour l'émergence historique. En ce qui concerne la définition la plus robuste que je connaisse d'un point de vue scientifique, c'est celle qui a été produite en début du programme de recherche qui s'appelait Saphir et qui datait du milieu des années 2000 et qui définissait la radicalisation violente ainsi: c'est un processus non linéaire et multivariable qui peut concerner toute personne, l'amenant à une violence physique ou verbale et qui peut être arrêtable à n'importe quel moment. Alors, expliquons. Processus multivariable. C'est l'idée que, comme tout comportement humain, il y a plusieurs motivations, origines profondes et superficielles, conscientes et non conscientes, et même chimiques, biochimiques, etc. Et que par conséquent, toute explication par une seule variable ou une explication monocausale de la radicalisation du point de vue de la définition que je viens de donner est non scientifique. Dire par exemple qu'un djihadiste bascule dans le djihad essentiellement à cause de l'islam, c'est une simplification de la complexité. De la même façon, dire qu'il est victimisé socialement ou il habite dans un quartier difficile et c'est pour ça qu'il est radicalisé, d'un point de vue scientifique, pour moi, c'est assez stupide. Et en plus, ça aboutit à des errements en matière de prévention et de compréhension de ce phénomène. Et quels sont les indicateurs de la radicalisation ? Comment on identifie un individu ou un groupe radicalisé ? Ce phénomène peut être perçu au niveau individuel, au niveau d'un groupe restreint d'individus, et voire au plan géopolitique, au niveau des aires culturelles. Donc, dans ce cas-là, il y a des variables qui sont différentes, quoi qu'elles puissent être interagissantes. Mais par exemple, au niveau d'un individu, on trouvera des choses comme les origines diasporiques familiales, des problèmes comportementaux de gestion de la colère, de la frustration, le surinvestissement maternel du garçon dans certaines familles d'origine diasporique, une familiarité avec les armes, une capacité à acquérir des armes parce qu'il y en a dans la famille, etc., etc. Donc, et ces variables interagissent dans un individu d'une manière dynamique. C'est-à-dire que parfois, une crise de colère, je simplifie, mais une crise de colère peut aboutir à une violence physique extrême, alors que dans une sorte de raptus de violence, alors que dans d'autres circonstances ou 2 heures après, l'individu sera plus calme. Et c'est typique ça, par exemple, de ce qu'on a, du basculement dans la violence d'individus qui n'ont pas été spécialement détectés ou observés auparavant. Et d'ailleurs, un des modèles prégnants pour ce genre de comportement individuel, c'est ce que les Américains appellent suicide by cop, et ce que les Freudiens appellent AMOK, A-M-O-K, qui vient d'une pratique de suicide rituel d'origine indonésienne,
et qui veut dire en réalité que l'individu qui est concerné se suicide en tuant des gens, il espère confusément être abattu par la police. Donc c'est un suicide indirect, suicide by cop, suicide par l'intermédiaire des policiers. Donc ça, pour toute force d'intervention contre-terroriste type RAID ou JSIGN en France, c'est une chose qui est à prendre en compte. Maintenant, en ce qui concerne des groupes, c'est un phénomène qui peut être... il peut y avoir des variables psychosociologiques. Par exemple, au début des années 70, il y a des études psychiatriques allemandes qui ont été faites sur la cellule principale de la fraction armée rouge, des Rote Armee Fraktion, et qui a abouti à la conclusion suivante. Il y avait eu la formation dans ce groupe restreint d'une poignée d'individus, 10-12, de ce qu'on appelle en psychosociologie un moi collectif, et qui prolongeait des valeurs adolescentes dans la post-adolescence, et qui voyaient par extension de leur rejet familial les valeurs ouest-allemandes comme une extension des valeurs familiales. Et donc, en s'opposant aux valeurs ouest-allemandes, ils continuaient en quelque sorte, du point de vue de cette étude, via ce groupe, cet égo collectif, ils continuaient la lutte d'opposition aux valeurs familiales et à leur famille. Donc, de ce point de vue-là, ce qui est observé aussi chez les djihadistes, parfois, en particulier en Europe de l'Ouest, le recours à la violence vers 18, 20, 21, 22 ans, c'est une phase transitionnelle entre l'adolescence et le monde adulte. Donc l'adolescence est parfois un indicateur de la radicalisation. Oui, mais ça c'est conforme à la criminalité en général. Il y a une surreprésentation masculine dans la criminalité pour différentes raisons sociales, psychologiques et probablement, à mon avis aussi, il y a des d'innombrables travaux sur le sujet hormonal. Et de la même façon, dans le terrorisme ou dans l'extrémisme violent, c'est pareil. On ne s'engage pas dans une armée ou on ne s'engage pas dans un combat, sauf exception marginale, quand on a 97 ans. Il faut avoir des capacités, il faut ne pas avoir de patrimoine et de situation familiale qui inhibent des enjeux un peu altruistes, sacrificiels. Donc il y a une causalité directe ici entre l'insertion sociale, le rôle familial en tant que père ou en tant que mère, et donc l'âge. Selon vous, faut-il différencier le phénomène de radicalisation et celui de l'extrémisme violent ? Dans la définition que j'ai donnée, qui provient de ce programme Saphir, la radicalisation violente que nous avons distinguée, elle peut être physique ou verbale. Déjà, il y a une nuance. Mais la radicalisation qui n'est pas violente physiquement ou verbalement, n'est pas illégale, et par conséquent, la légalité étant nationalement définie, c'est aussi une des limites de cet objet dont nous parlons aujourd'hui. La radicalisation violente djihadiste telle qu'elle est définie en France n'est pas forcément la même définie en Russie ou aux États-Unis, quoi qu'il y ait de nombreux liens. La meilleure preuve, c'est ce qu'on appelle les listes des entités terroristes reconnues et définies par les États. Ce qui permet aux États d'avoir une liste d'organisations et d'individus qui leur permettent de geler leurs avoirs, de les arrêter préventivement, etc. etc. Quand on regarde la liste russe des entités terroristes, ok, on va trouver Daesh, Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda, mais on va trouver aussi une surreprésentation d'organisations djihadistes caucasiennes. De même, quand on regarde la liste chinoise, on va retrouver une surreprésentation d'organisations du Xinjiang. Et en Italie, quand ils en avaient une, il y avait une surreprésentation des organisations d'extrême gauche italiennes, locales. Aux États-Unis, à une époque, il y avait, chose intéressante, une sous-représentation du nationalisme irlandais. Alors que comme on le sait, il y a une forte diaspora irlando-américaine aux États-Unis. Et ça voulait simplement dire que c'était une question qui était politiquement et électoralement sensible dans les années 70. Donc, il n'y a pas une définition universelle de qui est terroriste, mais le djihadisme et les néo-nazis en Europe
font quand même l'unanimité contre eux. Et d'ailleurs, au niveau des menaces et des modes opératoires, est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre ces différents courants idéologiques, extrême gauche violente, extrême droite violente, djihadisme? Ah oui, parce que les pratiques terroristes sont définies, elles aussi, par plusieurs variables, à mon avis. Elles sont définies par les capacités et le niveau de connaissance et d'accès financièrement et matériellement aux précurseurs pour les terroristes. Une organisation qui contrôlerait un territoire comme Daesh il y a 2 ou 3 ans avait plus de capacité qu'un simple individu qui fabriquerait une bombe avec des produits improvisés, pharmaceutiques, ou pris dans une droguerie ou avec des fertilisants, et qui serait tout seul dans son coin. Donc, il y a un déterminisme financier qui est fort. En 1993, les premiers attentats contre le World Trade Center, ils avaient un budget insuffisant pour faire tomber la tour parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'acheter suffisamment de produits précurseurs azotés pour faire. Donc, il y a une limite. Il y a une limite de connaissance, il y a une limite financière, mais il y a aussi une limite du corpus théorique. Si dans le corpus théorique auquel on adhère, il y a une valorisation symbolique, rituelle du suicide, perçu comme moyen d'accéder à une situation meilleure dans un au-delà, il est clair que l'attentat suicide est pratiquement possible en termes d'effectifs. Et ça, l'attentat suicide, ça n'existe pas à l'extrême droite violente et ça n'existe pas à l'extrême gauche violente. Sauf si on parle de gens qui ont un potentiel suicidaire relevant de la psychiatrie et ça renvoie à ce que je disais précédemment sur la MOC et les suicides indirects, etc. Donc effectivement, il y a des corpus, de même le ciblage. L'extrême gauche violente dans les années 70 ciblait ce qu'ils appelaient des cibles anticapitalistes. Donc l'OTAN, des grands patrons, des industriels fabriquant des armements, etc. Et de la même façon, les néo-nazis, style Breivik par exemple, ont ciblé des jeunes qui étaient en faveur du multiculturalisme et de la social-démocratie. Donc voilà, il y a des déterminismes forts pour l'élaboration des cibles et des modus operandi. Vous avez également travaillé sur des programmes de prévention de la radicalisation. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Ça vient d'Europe du Nord et probablement de la sphère culturelle protestante, c'est-à-dire en clair des Pays-Bas et de l'Allemagne. Vers 2002-2003, et je pense que c'était proportionnel au plan interne au soutien aux Pays-Bas en particulier de la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient, l'invasion de l'Irak, etc. Ils ont adopté des programmes de prévention du djihadisme en particulier. Et ils l'ont fait, et en Allemagne, c'était plutôt historiquement contre le néonazisme dans les années 90. Et en Scandinavie aussi. Et ils l'ont fait, pourquoi ? Eh bien, parce que je pense qu'il y a un lien, il y a une causalité directe avec des manuels qui existaient au XVIe, XVIIe siècle dans les communautés protestantes, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et c'est des manuels où c'était des méthodes pour qu'un individu, un mauvais croyant, puisse s'amender lui-même, moralement, éthiquement, religieusement, en toute transparence au sein de sa communauté et au vu de sa communauté. Et donc, il y avait une correction émotionnelle, éthique, qui était recherchée, morale. Et donc, je pense que là, on a un lien direct avec les programmes actuels. Je pense qu'il y a une explication protestante. C'est pour ça que c'est apparu en Europe du Nord, d'abord, avant d'apparaître dans les pays latins. Il y a aussi un autre aspect qui est typique de l'Europe du Nord, c'est la psychologie comportementaliste cognitiviste. Alors qu'en France, on le sait, jusqu'à une époque récente en tout cas, il y avait un poids très important du freudisme et de la psychanalyse. Mais comme tous les programmes qui ont été mis en place en Europe du Nord et qui ont été étudiés par l'Union européenne et par les programmes auxquels j'ai participé, c'était clairement la voie cognitiviste comportementaliste qui était étudiée et appliquée. Ça a un avantage, c'est que ça permet des programmes, des corrections émotionnelles. Ça, c'est un postulat qu'un freudien trouverait
insupportables, mais ça permet des corrections émotionnelles qui sont davantage évaluables par des outils quantitatifs et qualitatifs, et qui donc permettent une mise en place pragmatique d'outils et de programmes. Je pense que l'origine de ces programmes, on peut la trouver aussi dans les pays arabes, en ce qui concerne en particulier le corpus théorique de distanciation à l'endroit du djihad, considéré comme une lutte armée, Arabie Saoudite, Maroc en particulier. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces méthodes de prévention, de ces outils ? Au Maroc, les programmes qu'ils font, ils ont une grande force par rapport à nous, c'est que les gens qui sont membres de ces programmes et qui travaillent avec des détenus ou avec ce qu'on appelle des bénéficiaires, c'est-à-dire des gens qui reviennent de Syrie ou des gens qui sont radicalisés ici ou là, c'est des gens qui eux-mêmes sont musulmans. Donc il n'y a pas le biais qu'on a parfois dans nos pays ouest européens, que ce sont des gens qui sont athées ou non musulmans. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire. Ce qui veut dire que concrètement, j'ai observé des travaux marocains, j'ai échangé avec des praticiens marocains. Ils ont beaucoup moins d'hésitation que nous pouvons en avoir en France, surtout qu'il y a aussi cette idée de la neutralité laïque, y compris en détention, à parler de l'islam, d'une recontextualisation, de dire que le djihad armé, c'est une stupidité théologique, etc., etc. Donc, il y a des fondations royales au Maroc qui font du travail vraiment très proactif, au point d'ailleurs qu'il y a une formation théologique qui est assurée en France par le Maroc. Parce qu'on n'a pas forcément toujours l'expertise en France. Mais l'expertise en France est meilleure que ce qui existe dans d'autres pays, qui ont pour autant un phénomène djihadiste d'origine diasporique, comme en Espagne. En France, on commence quand même à avoir une production d'islam contextualisé avec une expertise qui est quand même, en termes d'herméneutique, de compréhension de l'islam, etc., qui est quand même très, 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 très solide, robuste. Donc ça nous aide, mais il y a une position a priori biaisée parce qu'on n'est pas une terre d'islam. Comment on évalue ces programmes de prévention ? Ça, c'est une question très complexe. Et la vérité m'oblige à dire que les puissances publiques payeuses, au départ en tout cas, vers 2003, 2004, 2005 en Europe du Nord, et puis en France vers 2011, 2012, 2013, n'ont pas forcément été sensibles à cette question. Comme si, quelque part, les hauts fonctionnaires en charge n'avaient pas pris conscience qu'il fallait quand même vérifier. Et comme si, encore, le plus important, c'était d'avoir un bénéfice politico-médiatique montrant qu'on n'utilisait pas seulement la répression policière ou militaire antiterroriste, mais qu'on faisait aussi de la prévention. Donc, bien souvent, c'était un label qui permettait de communiquer. Et je pense qu'en France, au début en tout cas, il y a eu des expériences qui n'étaient pas scientifiquement robustes, parce que c'était le premier qui avait répondu à l'appel d'offres, ou qui avait eu un choix administratif fondé sur une mauvaise base, scientifique, voire pas du tout scientifique, et que pour des raisons routinières administratives, on s'est lancé dans des programmes sans les évaluer, parce que l'essentiel, c'était un peu la communication, quoi. Et puis la priorité, une priorité immédiate, etc. Mais maintenant, en France, ce n'est plus le cas, je pense. Enfin, j'en suis même sûr. Je pense qu'en France, on s'est singulièrement développé. Alors, en ce qui concerne les évaluations, maintenant, il y a des outils qui ont émergé, qui sont un peu en déclin. En gros, il n'y a pas une méthode universelle, pour la bonne et simple raison que la méthode, en gros, elle peut avoir deux objets. Évaluer la dangerosité latente qui subsiste chez des individus qui seraient passés par des programmes, et évaluer le programme lui-même. Ce sont deux choses différentes. Nombre d'heures, comment on évalue, par exemple, les compétences des gens qui vont intervenir dans le programme. Comment on évalue la confidentialité et l'anonymat, la protection des données. Donc les évaluations, là aussi, il y a un problème, c'est difficile de trouver en toute objectivité quels sont les meilleurs outils d'évaluation, pour la bonne et simple raison qu'il y a une culture d'évaluation préexistante. En France, par exemple, il est très difficile,
Je vous ai parlé tout à l'heure de la prégnance de la psychanalyse par rapport au comportementalisme, cognitivisme. Il est très difficile d'utiliser des outils actuariels, c'est-à-dire des grilles d'analyse avec un tableau entrée et où on remplit, ok, individu ayant un problème de gestion de la frustration, 0 à 9, 8, etc. Ça, en France, c'est très difficile. Il y a beaucoup de praticiens, d'opérationnels qui refusent d'utiliser ça et qui préfèrent ce qu'on appelle les entretiens cliniques, c'est-à-dire écrire sur le sujet. Oui, cet individu a des problèmes de gestion de la frustration et il peut rapidement être verbalement violent, etc., dans telles circonstances, etc. À mon avis, les deux systèmes ont un intérêt et devraient être utilisés concomitamment. Dans le programme que j'ai mis en place, j'ai testé les deux aspects. Les deux aspects, à mon avis, ont des limites. Aussi, par exemple, en termes de praticabilité, en termes de temps pour remplir les cases, parce que les opérationnels qui ont un X personnes à évaluer avec un outil vont passer un temps fou qui sera très différent avec un outil qui sera plus rapide à remplir. Mais la rapidité sera ennemie de l'exhaustivité, de la précision. Et aux États-Unis, il y a des choses qui se font, par exemple en Pennsylvanie, dans des structures pénitentiaires, en utilisant des algorithmes. Et il y a une étude qui montre que cette utilisation algorithmique de l'évaluation de la dangerosité et du potentiel de récidive est moins imprécis, je ne dis pas plus précis, mais moins imprécis qu'une évaluation simplement actuarielle ou clinique. Mais en France, je pense qu'utiliser un tel outil, y compris pour moi d'ailleurs, ça poserait quand même de nombreux problèmes éthiques et je pense même légaux, parce qu'en gros, on aboutit à l'automaticité du jugement. Et ça a des conséquences judiciaires et en termes de peine de prison sérieuses et concrètes. Vous voyez ? Donc il y a des outils qui s'améliorent. Alors, même ces affaires d'indices faibles et forts, dont on parle dans les médias à la suite de ces 4 meurtres de policiers dans la préfecture de Paris, très sincèrement, pour moi, le débat, il est daté. S'il est utilisé par la puissance publique, si ce vocabulaire est utilisé par la puissance publique et par les médias, c'est simplement ça s'est disséminé dans les médias et dans la population. Maintenant, le mot radicalisation est employé largement à tort et à travers, victime de son succès. Et idem pour les indices forts et faibles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on n'en est plus vraiment là. On en est plutôt à indice de radicalisation djihadiste, plutôt que indice faible ou fort de radicalisation. Donc les critères sont beaucoup plus micro, beaucoup plus adaptatifs. Et puis encore une fois, la grande erreur que font les gens, mais je comprends, la grande erreur que font les gens quand ils disent qu'on stigmatise une population dans son entier, c'est d'oublier, par méconnaissance ou par utilité politique, que la prévention de la radicalisation de l'extrémisme violent, ça s'intéresse exclusivement à des micro-communautés d'une poignée d'individus ou à des individus, pas à une population ou à une communauté dans son ensemble, comme pourraient être par exemple les musulmans de France ou d'Europe de l'Ouest. Le sujet n'est pas du tout là, la focale n'est pas du tout la même. Le sujet n'est pas là au niveau de la recherche scientifique, mais il en est pourtant question dans les médias. Oui, après il y a l'instrumentalisation. Mais oui, mais vous voyez, par exemple, c'est un sujet qui est rapidement, médiatiquement et politiquement très sensible. Parce que si on fait une corrélation, par exemple, entre le nombre de musulmans par pays, on peut utiliser par exemple les chiffres produits chaque année par ce centre de recherche américain qui s'appelle le Pew Center, P-E-W, qui est fait à partir de sondages sur le terrain, êtes-vous musulman ou pas ? Quel que soit ce que ça implique en termes de valeurs morales, politiques, de pratiques religieuses, etc. Vraiment. Et qu'on fasse une corrélation avec le nombre de djihadistes par pays ayant été en Syrie, tel que produit par exemple par l'ICSR, c'est un centre de recherche britannique, on a une corrélation de 0,8, le maximum étant 1. Ça veut dire donc que plus on a de musulmans dans un pays et plus on a marginalement une production de djihadistes. Le mot important ici étant marginalement. Mais le problème, c'est que
Sur l'extrême gauche, il y a des gens qui vont nous dire c'est de la stigmatisation, alors que d'un point de vue criminologique, ça ne l'est pas, puisqu'on fait bien d'un point de vue criminologique la distinction entre une population dans son entier et des individus concernés par le crime ou le délit. Et de l'autre bord politique, on va dire, vous voyez, c'est l'islam le coupable. Alors que, en l'espèce, l'islam et un islam contextualisé à nos pays est une des solutions importantes pour empêcher que nos djihadistes récidivent. Donc c'est à la fois, c'est certainement une solution, un des éléments importants, fondamentaux de la solution. Donc vous voyez, c'est difficile de faire comprendre aux gens une certaine complexité. Maintenant, quant à l'évaluation, imaginez celui qui évalue. Il a un outil qui est imparfait, qui est fonction 1 de ce à quoi la puissance publique et ou son supérieur hiérarchique sont sensibles, de ses capacités à conduire cette évaluation d'une manière objective et professionnelle, et de la culture aussi. Je vous ai dit qu'en France, les outils actuariels étaient mésestimés par rapport au jugement clinique, mais il y a un problème professionnel, vraiment déontologique pour celui qui fait l'évaluation sur le terrain, face à face avec l'individu concerné. C'est, est-ce que je dis la vérité telle que je l'aperçois, et quelles sont les conséquences pour celui qui est, entre guillemets, évalué. Parce qu'il peut rester en prison ou sortir, en gros. C'est pas aussi simple, mais en gros, ça peut avoir des conséquences pénales concrètes. Et puis, si jamais on dit d'un individu qu'il n'est pas dangereux, qu'il est calme, qu'il gère sa violence, sa frustration, qui s'est beaucoup distancié de l'idéologie djihadiste, etc., et que cet individu, une fois qu'il est sorti, fait 4 morts, c'est très lourd professionnellement pour n'importe qui en charge de l'évaluation. Donc, vous voyez, concrètement, l'évaluation, il n'y a pas de méthode universelle pour les raisons que je vous ai indiquées, il ne peut pas y en avoir. En plus, on n'évalue pas une femme comme on évalue un homme, on n'évalue pas quelqu'un qui relève de la psychiatrie que quelqu'un qui a une violence qui est plutôt assise sur des facteurs rationnels. Et en plus, il y a une question de moyens. Il y a des outils d'évaluation qui sont plus onéreux et longs à mettre en place que d'autres qui sont immédiatement disponibles et gratuits et peut-être imprécis. Donc, cette question de l'évaluation est compliquée. Il y a des progrès qui sont faits quand même. Et par exemple, comment évaluer la sincérité ? C'est une question sacrément compliquée d'un point de vue éthique et d'un point de vue scientifique et opérationnel. Comment savoir que quelqu'un, même avec qui on vit pendant des années, est sincère, tout ou partie ? Ouais, c'est compliqué. Enfin, pour conclure, c'est quoi l'avenir de ces programmes de prévention ? C'est une question difficile. Parce que je pense sincèrement qu'il y a une amélioration des pratiques et par conséquent des résultats, mais il peut y avoir ça dépend de la quantité des bénéficiaires potentiels ou des personnes qui vont passer par ces programmes à l'avenir. Ce qui nous renvoie par exemple à la géopolitique du monde arabo-musulman et de l'Europe de l'Ouest dans les années qui viennent. S'il y a une nouvelle terre de djihad qui se cristallise à proximité immédiate de l'Union européenne ou de la France, il y aura une accessibilité aisée. Et donc, il pourra y avoir, si les concepts qui seront promus par cette terre de djihad à ce moment-là sont suffisamment attractifs, il y aura une grande mobilisation. Si c'est une terre de djihad qui est plus lointaine de l'Union européenne, par exemple les Philippines, il y aura une difficulté matérielle et il n'y aura pas de liens familiaux diasporiques très élevés, ce qui fait que la mobilisation sera potentiellement moins importante. Ou l'Asie centrale. Ou l'Asie centrale, ou le Xinjiang, que sais-je encore. Donc il y a ça. Et puis il y a une question politique domestique typique. Il n'est pas certain qu'un jour en France ou en Europe de l'Ouest, il n'y ait pas un État, une administration qui décide que la répression seule doit prévaloir et que la prévention n'a aucun intérêt, qu'elle est chère, qu'elle est difficilement vérifiable, évaluable, etc., etc. C'est aussi une question de société en réalité. Donc rien ne prouve que dans 5 ans, ce genre de programme existera encore. C'est aussi une question de choix politique. Et rien ne prouve s'ils existent encore que ils auront la même forme qu'à l'heure actuelle. Parce que il y a des progrès, il y a des pratiques émergentes qui sont
peut-être des progrès qui ont plus d'impact. Et puis aussi parce que le djihadisme actuel ne sera peut-être pas le djihadisme de demain, et de la même façon, il y aura peut-être des formes politiques radicales, violentes, nouvelles, qui seront davantage un problème sociétal dans 5 ou 10 ans qu'elles ne le sont aujourd'hui. Merci Jean-Luc Marais. Je vous en prie, merci. Merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube. Vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de défense et de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.